Donc, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour monsieur, Donc, qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? moi je m'appelle Gisèle Aubert, je suis née en 1932 à Villerville. Bon, j'ai été à l'école communale, au caté, j'ai mené la vie de tous les gamins de Villerville, après j'étais en pension. Attendez, vous allez bien vite. Donc vous êtes né du coup à Villerville? À Villerville, là en face. D'accord, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Bon, C'est-à-dire alors- de l'endroit où vous êtes né Alors ma Dans le mère, village, mon père était marieur, enfin c'est son père qui était marieur, les deux fils travaillaient avec. Ma mère était étrangère, de mère suissesse et de père hollandais. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il faisait quoi comme profession? Ma mère, Oui, les deux, vos parents. elle a été d'abord elle est partie en Allemagne en 1920 pour se perfectionner en allemand. Après, elle est partie 6 ans en Hollande pour apprendre le hollandais, connaître sa famille hollandaise. Elle a été élevée elle est restée en Suisse jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais elle voyageait beaucoup. Alors elle venait tous les ans chez une tante à Villerville, ici, Madame Mosson, qui avait épousé d'un premier mariage Pierre Aubert, qui est mort, et qui a épousé en deuxième mariage Louis Mosson, qui a été déporté en Allemagne et qui n'est pas revenu, qui est mort à Dachau. À Dachau, comme diraient les Allemands. Bien, alors. Et du côté de votre Et père? du côté de mon père est un pur Normand, un Villervillais. Villerville. Voilà, bien sûr. Mon grand-père était marailleur, il a été un peu plus de 30 ans maire de Villerville. Et, ils ont eu 4 enfants, ma grand-mère et mon grand-père, voilà. D'accord. Et puis, Et bien, continuez du coup, si alors on va tenter de prendre l'arborescence encore au-dessus. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur vos grands-parents, du coup? Sachant que ça se multiplie, du coup. j'ai connu vaguement mon arrière-grand-mère, Vanier, c'est-à-dire la mère de ma grand-mère paternelle. Je n'ai pas connu, puisqu'il y a eu la guerre, je l'ai vue 2 fois dans ma vie, ma grand-mère suissesse, et mon grand-père, je ne l'ai pas connu, puisqu'il est mort en 1920. D'accord. Et toute la branche villervillaise, du coup, vous Oui. l'avez connue? Ah oui, bien. Oui, puis je suis une pure Villervillaise. Et ils faisaient quoi, du coup, vos grands-parents, comme métier? Mes grands-parents? Oui, du côté. Alors, mon grand-père il avait un bateau gonfleur, il était pêcheur, puis après, très jeune, il était rentier, ils avaient acheté le café, ils avaient fait construire ou acheter, je crois, le café français, puis le réveil à côté, puis quand mes parents se sont mariés, ils ont fait construire les 2 maisons là en face, où je suis née. D'accord. Bon, et puis la Roche-Taillée, qui est la Roche-Taillée place du marché, rue Louis Aubert d'ailleurs, où mon grand-père habitait. D'accord. Et donc vous avez vraiment eu un cocon très proche, quoi, entre Honfleur et Villerville. Voilà. D'accord. Très bien. Et la Suisse aussi, et la Hollande, parce que je n'oublie pas, Non, mais la famille de ma mère. Si vous voulez nous dire des choses qu'on n'a pas développées, n'hésitez pas, c'est bon. Qu'est-ce que je sais sur mon grand-père Van Kempen? Il était en Hollande et il voulait être brasseur, donc il est parti 1 an, il a quitté la Hollande pour aller faire ses études à Dortmund, en Allemagne. Puis il est venu en Suisse où il a trouvé une responsabilité à la brasserie du Cardinal, il était le maître brasseur. Et il a rencontré, évidemment, il était en Suisse, il a rencontré une Suissesse. Il s'est marié, ils ont eu 3 enfants, dont ma mère. Voilà, maman a fait ses études à Fribourg en Suisse, elle est née à La Chaux-de-Fonds, mais après mon grand-père a été nommé directeur de la brasserie du Cardinal. Donc elle a fait ses études à Fribourg, et puis bon, voilà. D'accord. Donc elle était trilingue. Ah oui, donc allemand, hollandais, Français. Oui, français. Et en Suisse, on parle au moins 2 langues, sinon 3, avec l'italien. Avec l'italien, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis alors elle se débrouillait très bien en anglais aussi, mais je crois que quand on sait 1 ou 2 langues, c'est plus facile d'encaisser les autres. D'accord, oui, donc une belle histoire européenne au final, quand même, assez globale. D'accord, alors du coup, on va revenir à vous maintenant, et on va repartir donc de zéro. Donc, de zéro, presque de zéro. Quel est votre plus ancien souvenir de vie? Le premier souvenir de vie
que vous avez? Ou les peut-être, vous en avez peut-être plusieurs. Pardon? Oui, je cherche, parce que je ne m'attendais pas à cette question. C'est une question piège. Maintenant, vous voyez, les souvenirs, je me demande dans quelle mesure ils sont pas... On s'en souvient à cause des photos qu'on a vues. Aussi, oui, tout à fait. Voilà. Donc, je me souviens très bien de ma grand-mère maternelle, suissesse, lorsqu'elle est venue la dernière fois qu'elle est venue, je crois que c'était en 1937. Parce qu'après il y a eu la guerre, donc impossible. Maman était 8 ans sans voir sa mère ni sa sœur. Vous aviez 5 ans. Elle avait 5 ans. Donc je me souviens très bien de ça. Mais je me demande dans quelle mesure, si les photos ne sont pas... vous voyez, j'ai du plaisir à regarder ces photos-là. Bien sûr, je comprends. Voilà. Alors autrement, les autres souvenirs, j'en ai, mais ils sont plus tardifs. Moi je dis qu'on a eu une enfance heureuse. Alors ma mère, évidemment, quand elle est venue en France, elle s'est mariée très tard, à 27 ans. Elle ne voulait pas dépendre de son mari. Elle voulait travailler. Parce qu'elle avait toujours fait quelque chose. Elle ne voulait pas être la femme au foyer, elle voulait des enfants. Donc elle a créé un commerce en face, là où a été tourné le Saint-Jean-Hiver avec Noël Roquevert. D'accord, vous pouvez m'en dire un peu plus? Maintenant? Oui. Alors, vous aviez quel âge? Peut-être qu'on peut revenir à... J'avais 30 ans, là. Alors, on va y revenir après. On va y revenir après. Mais d'accord, donc par rapport à ma question du plus vieux souvenir, du coup... Alors, Villerville, je ne sais pas, nous, on allait se baigner, on avait une vie agréable. Racontez un petit peu, du coup, une enfance à Villerville, à l'époque, ça donnait quoi? Maman, je vois avant la guerre, maman avait son magasin, là, puis nous, on allait baigner, mais on nous laissait comme ça, on nous enduisait d'ambre solaire, et puis on allait se baigner, passer la journée, on ne savait pas nager, mais on allait quand même, on n'avait pas pied. Oui. On nageait comme des chiens, c'était pas difficile, puis après on a appris à nager, mais moi je me souviens, on n'avait pas peur de l'eau du tout. Il n'y a pas ce côté sécuritaire qu'il y a aujourd'hui un peu partout. C'est vrai ça. Et d'accord, donc vous gambadiez sur la plage. Oui, j'allais à l'école, bien sûr. J'étais un peu paresseuse, parce que je n'aimais pas mon institutrice. Pas paradoxe, par rapport à ça. C'est pour ça que je suis devenue institutrice. Oui, vraiment, je n'aimais pas. C'était plus tard que je ne l'aimais pas. Parce que celle que j'ai eue au début, c'était bien. Puis moi, à partir du moment où je n'aimais pas, je ne faisais rien. Tout pour enquiquiner les gens. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Alors, j'ai eu 2 sœurs. Oui. Nous étions 3 filles. 3 filles, oui. Une qui est née en 1927, c'est-à-dire 10 mois et demi, parce qu'à Villerville, c'est comme ça. Ma mère s'est mariée le 11 janvier 27, moi, mes parents sont mariés le 11 janvier 27, et ma sœur est née le 18 novembre 27. Ah tiens, ça passe les 9 mois. Ouais. C'est comme ça à Villerville, c'était la mentalité de Villerville. Maintenant, c'est fini ça. Et j'ai eu une deuxième sœur qui était aussi en pension. Ma sœur aînée a eu un accident, elle est tombée d'une table à l'âge de 3 ans, elle était sur des mettes. D'accord. Elle vit encore. Oui. D'accord, sur des mettes. Voilà. Et puis l'autre, elle est partie en Angleterre pour apprendre l'anglais. Pour en rester pour l'instant au stade de l'enfance, vous avez du coup grandi 3 sœurs. 3 sœurs. À Villerville. Moi, la petite dernière. D'accord, la petite dernière. Ça marche. Donc du coup, vous m'avez parlé par exemple de l'école. Comment ça se passait l'école à l'époque? C'était parce qu'on a toujours, nous, de notre génération, une image très dure. Il y avait une école, c'était 2 classes, une école de garçons, une école de filles. Et 2 classes chacun, là, toujours, là. Alors, bien sûr, nous, à l'école des filles, j'avais comme institutrice Madame Ouivet, que j'aimais bien, qui n'était pas commode, là, mais j'aimais bien. Hein? Et c'est après que ça s'est compliqué au changement de... Voilà, puis c'est vrai que j'ai tout fait pour l'enquiquiner. Je me rappelle, dans une dictée de certificat d'études qu'elle nous donnait, j'ai fait 40 fautes d'orthographe. Je cherchais les mots où je pouvais faire des fautes.
Parce que ça la foutait en boule. Par exemple. Oui, c'est super. D'accord, donc là, vous avez quel âge à peu près quand c'était... Alors là, c'est quand on est revenu d'évacuation, c'est-à-dire 45. Ouais, donc vous avez plus, c'était un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la préadolescence. Le collège, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que vous savez, c'était la guerre. Après, ouais. Par exemple, moi, j'ai pas fait de 6e. Hein. Oui, c'est ça. On m'a foutu tout de suite en 5e, et puis... Oui, parce que là, ça correspond à la 5e à peu près. Oui, c'est ça. D'accord. Pour en revenir juste par rapport justement aussi au questionnement par rapport au village, vu que vous l'avez bien connu, à l'époque, l'école représentait combien d'élèves, par exemple? Bonne question. Je ne sais pas, il pouvait y avoir facilement 20 à 25 élèves par classe, donc oui. À peu près. Ah oui, il y avait 2 institutrices pour les filles et 2 instituteurs, une institutrice et un instituteur pour les garçons. Mais chacun était directeur. Il y avait le directeur de l'école des garçons et la directrice de l'école des filles. C'était vraiment 2 classes. C'est pareil. Ouais. Pas de mixité, oh là, grand scandale. C'est notre époque. D'accord, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous reviennent de cette époque, on va dire autour du collège et de la primaire, quand vous étiez un jeune enfant, quoi? Moi, la primaire ici, je vous dis, surtout après la guerre, parce que, je suis allée en pension, après mes parents m'ont repris, puisqu'ils ont évacué à Touques en octobre 1943. Mm-hmm. Donc on m'a collé à l'école à Touques, vous savez, on faisait des... ma soeur est restée en pension, mais moi je ne voulais pas. J'ai dit je fous le camp, si on m'enlève pas, je pars un soir. Et un soir j'ai voulu quitter le pensionnat. Toutes les bonnes sœurs, c'était catholique, hein. J'étais un pensionnat catholique, je ne sais pas si les autres existaient. Quand j'ai voulu sortir, parce que je m'étais préparée, mais je l'avais dit à ma sœur, qui évidemment a eu peur et a averti, il y avait des bonnes sœurs devant les portes. Alors je suis montée me coucher. Tentative de fuite. Et mes parents m'ont repris à tout pour solutionner le problème. D'accord. Et donc du coup, vous êtes revenu à Villerville à partir de quand, au final? Alors, on est revenu à Villerville. L'évacuation était en octobre 1943. Le débarquement en juin, nous, on est revenu très vite. Il n'y avait ni eau, il n'y avait rien à Villerville. Les rues étaient complètement défoncées. Nous, la maison en face, quand on est rentré, on voyait, il n'y avait plus ni plancher, ni solive. Oui. Parce que on a été évacués pour y mettre les Mongols. Les Allemands y ont mis les Mongols. Donc, il fallait, si vous voulez... circonscrire les Mongols, parce qu'autrement la population civile aurait été violée. Enfin, voilà, c'est ce qu'on disait. Hein. D'accord. Alors, les Mongols sont arrivés ici avec une maison de passe, à l'hôtel de la Paix, là où a été tourné aussi le singe en hiver. D'accord, ouais. Hein, à l'hôtel des Bains. Ça s'appelait l'hôtel des Bains. L'hôtel des Bains. Et donc, il n'y avait personne. Tout le monde a évacué. Le maire de Villerville, mon grand-père est parti avec le maire de Cricbeuf s'installer à Honfleur. D'accord. La commune d'Honfleur leur a donné un local, enfin une maison, je vois bien où c'était. Et nous, les deux associés Aubert, mon oncle et mon père, sont partis à Touques, parce que c'était la guerre. À ce moment-là, il fallait fournir les boulangers qui chauffaient leur four avec du bois. Ah, et c'était un camion gazogène à l'époque. Ah oui. Donc en fait, le village s'est retrouvé désert, quoi. Complètement. Que les Allemands, quoi. Que les Allemands. Les Allemands, bien sûr, qui entouraient personne ne pouvait. Et c'était militarisé, quoi. C'était une zone de. Parce que Villerville est assez isolable. Oui, en plus, c'est un rocher. La mer avec je ne sais pas si c'était des vrais asperges de Rommel, mais enfin, en tout cas, il y avait les fils de fer barbelés, on n'y descendait pas. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler, on va revenir juste un chouïa avant, à l'arrivée de la guerre, mais moi, je me rappelle surtout très bien des Anglais en 1940, parce que je m'étais trouvé un copain. Un copain, Pierre Sandramucci s'appelait. Et il m'aimait bien, il m'aimait comme sa fille, hein, attention. Alors, en plus, c'était assez curieux, c'était un Anglais catholique. Alors, il nous emmenait à la messe.
Ah, il y avait la messe vers 10h ou 10h30, je me souviens plus. Alors on allait, mais il était très très souvent à la maison, mais je l'aimais bien, moi. Puis il m'aimait bien. D'ailleurs, je crois, bon, malheureusement, on n'en a pas eu de nouvelles. Tant qu'il a pu, il a écrit à Gisèle. J'avais gardé les lettres, je sais pas où elles sont, des petites cartes, hein, c'était des cartes bleues, je me rappelle, au crayon. Il n'y avait pas d'encre, il n'y avait pas de stylo bille, hein, au crayon. Et je me souviens aussi, alors nous, on a évacué car on a déjà évacué une première fois en 40. Oui, très tôt. Parce qu'on avait peur des Allemands. Et toute la famille Aubert est partie à Pondouilly. Pondouilly, c'est près de Saint-Mardouilly, dans l'Orne. Non, dans le Calvados, mais à la frontière. Hein. Non, dans le Calvados. Et on est parti là, et je me souviens, la grand-mère de mes cousins, oh, on va moucher les gars, on va les mettre sous le matelas, puis on va s'asseoir dessus pour pas qu'ils les prennent. On va moucher les gars, ça je me rappelle. Bon, alors moi j'ai pas été à l'école, on avait une seule maison, on dormait à 8 dans la chambre. Maman dormait avec ses 3 filles parce que mon père était à la guerre. Hein, on dormait à 4 dans le même lit. Mais il n'y avait pas de place, hein, c'était comme ça. Puis il y avait les cousins, tout le monde avait emmené la main. Voilà, alors était resté à Villerville mon grand-père. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas. Il n'y avait pas d'ordre d'évacuation, c'est pas pareil. C'est nous qui avions peur, enfin, parce que. Voilà. Alors on est resté là-bas pas très longtemps, je me souviens pas, 2 mois, 3 mois, je me souviens pas. Pas très longtemps, on est revenu à Villerville, donc on est allé à l'école, on a repris notre vie à Villerville. Bon, les Allemands, ils disaient, on n'a pas eu de problème, à part, bon, ça c'était calme, quoi. Vous n'avez pas eu d'histoire, vous avez croisé des soldats allemands, des choses comme ça? Non. Aussi, on les croisait tout le temps. Sur la route, quoi. Oh, oui, on se croisait, ils étaient des fois en moto avec leur machin. Hein. Bon, mais là, on les voyait toujours dans les rues. Mais nous ne nous disaient rien, les gamins. Bon, ils ont quand même arrêté le directeur de l'école des garçons, M. Blanchard, Louis Mosson, mon oncle, qui n'est pas revenu, là. Aucun ne sont revenus, et l'abbé d'Alligo, le vicaire de Villerville. Parce qu'on avait un vicaire à Villerville à l'époque. Non seulement un curé, mais un vicaire. D'accord. Voilà. Et aucun des 3 ne sont venus. D'accord. Donc vous pensez qu'ils les ont emmenés... D'abord, ils ont été en prison à Fresnes. D'accord, à Fresnes. Ils ont été d'abord à Caen. De Caen, ils ont été à Fresnes. Et de Fresnes, ils sont partis en Allemagne. Ils ont allé dans les camps, d'accord. Et dans un camp. Alors, ils ont fait plusieurs camps. Hein. Ravensbrück, Dachau, Cologne, voilà. D'accord. Et alors, du coup, quelle est votre... Je vais encore revenir un chouïa avant. Quelle est votre vision d'enfant de la guerre? Qu'est-ce que ça... En essayant d'oublier tout le point de vue que vous avez maintenant en ayant vieilli après. Hein. Je parle vraiment quand vous revenez, comme si vous reviviez l'époque. Quelle est la première sensation que vous avez eue quand vous avez appris que c'était la guerre, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous compreniez ce qui se passait ou pas du tout? Oui, parce que les parents parlaient, ils écoutaient la radio en douce, le temps qu'ils avaient d'écouter la radio devant les enfants. Parce que ça, maintenant... c'est un jugement que je pose, mais c'était très maladroit. Il ne se cachait pas assez parce qu'on pouvait être questionné après tout. Hein? Tout à fait. Voilà. Bon, moi, j'ai pas trouvé que... Aussi, quand même, quand on a été... Bon, donc, maman, lorsque mon oncle faisait de la résistance, il était marié avec la tante de ma mère qui était une Suissesse. Donc la sœur de ma grand-mère maternelle. Et quand elle a appris que la Gestapo était là, maman y est allée. Et puis ils disent en allemand, mais maman n'a pas dit qu'elle parlait l'allemand. Hein? Ils disent, on va l'embarquer. Mais ma tante, qui était suisse-allemande, personne ne savait à Villerville qu'elle parlait l'allemand, maman aussi, mais a très bien compris.
Elle a voulu monter, elle a monté l'escalier pour se jeter par la fenêtre du premier, mais bon, elle a été retenue. Bah oui, hein, parce que son mari, bon, était déjà embarqué. Puis alors ils ont dit, on va l'embarquer elle. Et maman leur a dit, attention, alors, vous parlez l'allemand, parce qu'elle a très bien compris ce qu'il disait. Alors elle a pris la parole. Elle a dit, attention, elle n'est pas française, elle est de nationalité helvétique. Ça change tout déjà, ça. Dans l'esprit des Allemands, bon, ils ne l'ont pas embarqué. Ça les a arrêtés. Mais, alors ils disent à maman, taisez-vous, vous et mangez votre soupe. Et maman leur dit toujours en allemand, moi j'habite pas là. Où est-ce que vous habitez? J'habite un peu plus bas. Et puis il donne l'autorisation de venir perquisitionner chez nous. Alors on était à table, nous avec mon père, les 3 filles. Maman était vite partie pour sortir ma tante. Alors, je me souviens, nous on pleurait. Maman nous a dit, vous inquiétez pas, pleurez pas, il ne va rien se passer du tout. Bon, ils ont perquisitionné, ils n'ont rien trouvé, bien sûr. Maman ne faisait pas de résistance, mon père non plus, ils vivaient leur vie, quoi. Et en plus, maman était interprète, parce que c'était la seule personne de Villerville qui parlait l'allemand. Et mon grand-père étant maire, venait souvent lui soumettre des papiers qu'il recevait de la commandanture. Et des fois, elle accompagnait mon grand-père à la commandanture. Alors un jour, le commandant lui dit mais madame, vous serez là demain à 9h. Elle a dit, mon commandant, je regrette. J'ai des enfants, je ne viendrai pas. Parce que j'ai les enfants que je conduis à l'école. Moi, je ne suis pas libre. Alors elle lui a dit, vous serez là à 10h. Bon. Puis elle est devenue interprète de 10h à midi et de 14h à 16h. C'était pas mal. Négociante. Négociatrice, pardon. Parce qu'elle ne voulait pas... Vous savez, à l'époque, les femmes élevaient leurs gamins, il fallait qu'elles soient là, quoi. Ah oui, puis c'est pas... Parce que nous, le magasin était fermé pendant la guerre. Forcément, c'était des jouets de plage, des trucs comme ça. On avait la presse, mais la presse pendant la guerre, on la faisait pas à ce moment-là. Et bon, voilà. D'accord. Du coup, donc il y a eu cette période que vous êtes parti à Tours. On a été évacués, mais là, évacués par l'armée allemande. Hein. Tout à fait. Il fallait vider le Villerville. Alors, on n'avait pas. C'était au mois d'octobre. Les maires de Cricbeuf et de Villerville sont allés à la commandanture ou à Caen ou à Lisieux pour demander. Alors on a eu une prolongation. Je ne me rappelle plus jusqu'à quand. On a eu 1 mois pour pouvoir évacuer parce que, attention, le délai était dans les 15 jours, hein, où c'était très rapide. On ne quitte pas comme ça. Alors, il y a beaucoup de Villervillais qui savaient où aller, puis ceux qui n'avaient pas de point de chute, ils sont tous allés dans l'Orne. Je ne me rappelle plus où. Hein. Près de Vimoutier, je ne me souviens plus, où les communes ont dû s'arranger entre elles pour savoir qui pouvait accueillir. Voilà. D'accord. Et du coup, le retour, ça s'est passé comment? Vous avez découvert un village qui avait été quand même un peu... Alors ça, je m'en souviens. Les rues complètement défoncées, les arbres qui avaient poussé, la mauvaise herbe, pas d'eau, pas d'électricité. On est arrivé, on n'avait pas d'eau, pas d'électricité, parce que mes parents sont arrivés très vite pas là. Alors ils avaient loué... au Géranium, c'est à côté de... je crois que même c'est là qu'est la maman de votre compagne. Comment ça Nicole. Nicole, oui ça s'appelle Géranium. Je sais plus le nom. Je sais plus si c'est celle-là ou si c'est celle qui est à côté, mais je crois que c'est là. Mais, non, je suis sûre que c'est là. On a habité là, nous. On a habité là longtemps. Pas loin de 2 ans. Ah oui, au moins. En attendant... fallait tout... C'était pas possible, fallait remettre. Alors, bon, mon grand-père, ayant 4 maisons à Villerville, le café français et le réveil étaient descendus. On a récupéré les poutres, les solives, les parquets, des décombres pour pouvoir réinstaller notre maison. Puis ils ont fait, comment vais-je dire, passer la raboteuse, là. Oui. Tout était impeccable, c'était bien. Ça n'a pas été détruit plus que ça. Si, il y a eu quand même des maisons, il y a eu des maisons bombardées. La place du marché, par exemple, le café français était place du marché, pas tout à fait orienté comme ça, il était orienté plein sud, alors que maintenant il est orienté ouest. Ouest, oui, tout à fait. Hein? Alors, et lui, détruit totalement. Ah mais complètement, ça a été bombardé. Et toutes les maisons de la place du marché ont été détruites. Et dans la rue du Jardin Madame,
il y a eu aussi des destructions. D'accord. Et là, il y avait tout ce quartier-là a été détruit. D'accord. Cette maison-là a été détruite. Il n'y a que celle d'à côté qui a tenu. Toute cette partie-là jusqu'au bout, donc il y avait 1, 2, 3, plus le home, enfin une maison qui s'appelait le home, voilà, ça a été détruit. Toute la partie en montant a été détruite aussi. Ah oui, donc il y a eu quand même des combats ici, du coup. C'est pas des combats, c'est des que des bombardements. Il n'y a pas eu de combat au sol. Non, D'accord. du tout. Du tout. Ok, donc du coup, vous avez un peu reconstruit le village, en fait, quand vous êtes... Pardon ? Vous avez un peu... Les habitants, quand ils sont revenus, ont reconstruit le village, en fait. Ah bah, on a repris une vie... mais moi, je me souviens d'ici, il fallait aller chercher le lot au cimetière. On n'était pas ici, on était au Géranium. Là où... Bon, l'eau, il y avait une pompe au cimetière, et c'est là qu'on allait chercher l'eau. On ne prenait pas de douche tous les jours. Hein. On n'en prenait même jamais. Jusqu'à ce qu'il y ait eu l'eau remise, mais ça s'est pas fait. Parce que nous, on est venus dès le début. Dès qu'on a tout le monde est revenu presque tout le monde n'est pas revenu. Presque tout le monde. Par exemple, Cécile Delbos, vous la connaissez, vous ? C'est Cécile Delbos. Oui. Elle s'appelait Cécile Lavarde, ils ne sont pas revenus. D'accord. Ils sont partis après, ils sont partis sur Paris. Madame Lavarde, tout a été détruit aussi, tout complètement sinistré. Et Madame Delbos a pris une loge, comment on dit, gardienne dans un immeuble, c'est pas, voilà. On ne dit pas gardienne, il y a un autre mot. Si, on dit gardienne, il me semble qu'il y a un autre mot. Concierge. Concierge, voilà. À l'époque, c'était... Merci. À l'époque, c'était concierge. Voilà. D'accord, oui, donc il y a vraiment une espèce de période tampon, voilà. En fait, de retour à la vie normale. Quoi. Oh bah, longue. Ouais. Vous avez quel âge quand ça a fini cette période, à peu près ? 12 ans. Ah oui, donc il y a eu toute l'adolescence après. Ah oui. À peu près. Et parlez-moi, l'adolescence à Villerville alors. Qu'est-ce que ça donne ? Alors évidemment, on allait voir les blocos, on allait partout, c'était interdit. Hein. Je me souviens, j'avais un cousin, les gars de Villerville, ils avaient trouvé des espèces de petites, c'était jaune, ils les mettaient comme ça, puis ils les enflammaient, puis ils faisaient sauter. Il n'y a pas eu d'accident, mais bon, si, il y a eu des accidents, il y a des gens qui sont morts sur des chasseurs qui ont sauté sur des mines. Oui. Par exemple, 2 chasseurs, M. Cavé, puis l'autre, je ne me souviens plus, dont les enfants étaient à l'école avec moi. Ils allaient à la chasse, c'était miné, on savait que c'était miné. Ils ont fait à leur risque de Il y a même eu un grave accident avec les Allemands prisonniers. Les Allemands, je ne sais pas, il y en a eu 5 ou 6 qui sont morts. Ça a sauté, là, sur la route de Trouville. D'accord. Ils déminaient. Puis alors, c'était des mines qui étaient reliées entre elles. Vous savez, moi, je connais. Ils y ont laissé tous leur peau. Ça se baladait partout dans les fils. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'imagine pas que quand on se balade dans la forêt, on puisse sauter sur une mine. Quoi. Ben voilà. Et complètement. À la mer, il n'y a pas eu d'accident. Alors moi, je me souviens, au débarquement, on allait chercher les oranges. C'est les premières oranges dont je me souviens bien. Pareil qu'elles avaient le goût de sel, on s'en foutait, on trouvait ça bon. Les oranges et le savon, parce qu'on n'avait pas de savon. Alors, des petits bouts de savon qui avaient fondu, qui s'échouaient. D'accord. Voilà. Des oranges qui s'échouaient ? Bah bien sûr, les bateaux qui avaient sauté, qui avaient été bombardés ou mitraillés et qui coulaient, le matériel, il y avait plein de trucs, mais nous on s'en foutait des trucs. Ce qui nous intéressait, c'était ce qu'on pouvait croquer. C'est génial. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Non, il devait y avoir plein de choses qui sont réapparues. Alors on a vu aussi des macabées, des corps, et vu ça, oui. Et ça devait être... Ouais. D'accord, alors du coup, comment se passait l'adolescence à Villerville, du coup ? Si vous pouvez m'en parler un peu plus. Alors, moi je me souviens, surtout au débarquement, c'est qu'on pouvait aller danser au casino. J'avais... Villerville. Ah, il y avait un casino à Villerville ? Bah tiens, bien sûr. Oui, il y avait un casino, on a même eu les jeux. Ah, oui. Après la guerre, on a eu les jeux, avec le baron Moore qui était inspecteur des finances, qui a été maire de Villerville.
Mais il a pu nous avoir les jeux à Villerville, ça c'était une richesse pour Villerville, parce que mon père aimait pas danser, mais maman aimait beaucoup danser, puisqu'elle avait eu un prix de tango en Hollande. On savait toutes danser, mais les danses classiques, hein, la valse, le tango, le passo doble, à part ça, on ne savait pas danser. On parle pas de la techno, on est d'accord. Pardon ? On parle pas de la techno. Non, il n'y en avait pas à cette époque. On commençait un petit peu le swing. Bon, voilà. Avec les... Ouais. Alors ça moi, je me souviens d'une adolescence où on pouvait sortir. Alors, on était une bande de copains, de copines, mais alors ce qui était curieux par rapport au siècle actuel, on ne flirtait pas, on sortait, on se marrait, on faisait des bêtises, on allait dans les blocos, mais c'est marrant, je crois qu'on pensait pas, on n'était pas mûrs pour ça. Parce que attention, à 14 ans, on n'était pas mûrs comme les enfants de 14 ans aujourd'hui. Hein. Oui, c'était différent, je pense. C'était incomparable. On faisait d'autres choses après. Voilà. Ils sont beaucoup sur leur écran. Maintenant. Voilà, exactement. Différent. D'accord, et du coup, alors, on va reprendre juste un petit cursus basique, mais du coup, vous êtes arrêté où en études ? Vous avez fait quoi à peu près, votre cursus scolaire, on va dire ? Alors moi, je suis partie en fleurs, j'ai passé mon bac, et puis après, bien, qu'est-ce que j'ai fait ? Je devais partir en Angleterre et ça ne me plaisait pas du tout. Les bonnes sœurs d'Honfleur me téléphonent et me disent on a une enseignante qui devait venir. Elle n'est pas là, pouvez-vous nous dépanner pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Bon, je dis bah oui, tiens, je vais essayer ça, c'est pas mal. Je voulais être infirmière au début parce que maman avait fait ses études d'infirmière. Alors bon, je dis tiens, ça me plaît bien. Bon, et ça a duré 40 ans. Le remplacement a duré 40 ans. Petit aparté. Voilà. D'accord, alors attendez, vous n'allez pas me parler tout de suite des 40 ans parce que j'ai beaucoup de questions. On revient juste à votre cursus avant d'en arriver là. Du coup, à l'époque, parce que nous aujourd'hui c'est très abstrait. Donc, vous avez passé quoi ? Vous avez passé ce qu'ils appellent... J'ai pas passé de brevet, moi. Il n'y avait pas de brevet, mais avant c'était le certificat d'études, c'est ça ? Le certificat d'études, j'ai été collé. Je ne l'ai pas eu. D'accord. Ok. Alors après, j'ai fait mes études normales. Et puis, je suis rentrée dans l'enseignement. J'étais dans l'enseignement catholique, moi. D'accord. Puisque sortant de... J'étais... Bon. Bien que Madame Delage avait demandé à maman que je vienne à l'école de Villerville. J'ai dit, venir enseigner à Villerville, sûrement pas, pour qu'on me reproche. Surtout jamais enseigner dans son pays. Ah, j'ai dit ça, non, jamais. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai travaillé beaucoup parce que j'avais beaucoup à récupérer. Oui, d'accord. Et ça a été très vite. Hein. Mais parce que je me plaisais. À partir du moment où ça vous plaît, vous bossez. C'est naturel. Voilà. Mais j'ai dû travailler beaucoup. D'accord. Du coup, si j'ai bien suivi, vous n'avez pas enseigné ici ? Jamais. Et je n'aurais jamais voulu. Alors j'ai fait 1 an. J'ai fait donc un remplacement à Honfleur. Alors, oui, c'est ça. Lisieux, dans la même congrégation. Lisieux avait besoin d'une institutrice. Je suis partie, mais je ne me suis pas entendue avec la bonne sœur. Alors, si bien qu'au mois de juin, j'ai pris ma valise et démerdez-vous les bonnes sœurs, je suis rentrée à Villerville. Je ne m'occupais pas s'il y avait des conséquences, pas de conséquences, je m'en foutais complètement. Bon. Je suis revenue à Villerville. Alors on m'attend encore, je suis partie en début juin, en laissant tout. J'ai pris ma valise et je suis pas revenue, sans explication. Parce que j'ai eu, je me suis disputée avec la supérieure générale, je lui ai dit, je me rappelle très bien ce que je lui ai dit, c'est ma première expérience, ma mère, parce qu'on disait ma mère, dans le monde du travail, et j'ai affaire à des gens malhonnêtes. Je suis rentrée. Et maman n'a pas posé de questions. J'ai dit, on n'a plus besoin de moi, tu vois. Oh, ça tombe bien, la saison commence, c'était le début juin. Eh ben, tu vas nous aider au magasin. Mais j'ai jamais dit pourquoi. C'est bien, quand on n'a pas justifié, c'est parfait. Ah non. Et puis Honfleur avait besoin d'une... C'était la même congrégation où j'avais été, un remplacement Honfleur. Honfleur avait besoin d'une enseignante. Téléphone. Oh, je dis oui, je veux bien, tiens. Puis j'ai fait 3 ans Honfleur.
D'accord. Après, j'ai fait 3 ans. Alors après, je suis partie en CEG à Vire. Moi, je m'en foutais, j'étais libre. Le directeur de l'enseignement catholique me dit, écoutez, on n'a personne qui veut aller à Vire pour 1 an, accepteriez-vous? Je dis oui, oui, mais en CEG, j'ai jamais fait ce truc-là, moi j'ai fait que du primaire. Bon, CEG, c'est le collège du coup. C'était 6e. Ah, d'accord. L'enseignement général. Alors 6e, bon, j'étais responsable de 6e, ça a été. La 2e année, alors je devais faire qu'1 an, je me plaisais, j'ai fait 2 ans, on m'a donné la 5e. J'ai fait encore 1 année, alors je donnais des cours 6e, 5e, 4e. J'ai pas été, voilà. Et après, j'en avais marre de Vire parce que je pouvais pas venir là, Vire, j'avais pas de voiture, Vire c'est à l'autre bout du département, c'est presque dans la Manche. Hein. Oui, puis ça commence à faire... Ouais. Et avec les cars, moi, il me fallait 1 journée entière pour aller à Vire. Ah, vous n'étiez pas logé sur place? Si. Oui. Oui, mais pour venir... pour revenir à Villerville, oui. Ou pour repartir, je partais le matin, j'arrivais le soir à 5h à Vire. Hein. Avec le changement à Caen, puis les cars roulaient pas comme maintenant. Hein. Ils s'arrêtaient, oh là là. Alors moi, j'en avais marre quand même. Parce que je me souviens 1 année... C'est à la Toussaint, on a eu très peu de vacances, j'ai pas pu venir. Alors je me suis enfilée du mois de septembre à Noël sans venir à Villerville. Bon, et puis non, vivre cette vie de laïque, de bonne sœur, ça ne m'allait pas très bien. D'accord. Ben non, parce que dans une... Mais si, j'étais logée, nourrie, blanchie, le long des murs, etc. Oui. D'accord, oui, donc vous avez en fait fait un peu la vadrouille pendant une petite période. C'était pas mal ça. Ça vous a fait de l'expérience du coup. Ça. Et puis alors après, j'étais voir la supérieure, je lui ai dit écoutez, je vais changer. Si vous avez un poste dans une de vos maisons qui me rapproche de chez moi, vous me le dites, parce que j'aimais bien l'esprit de Vire. C'était pas l'esprit bourgeois d'Honfleur, c'était pas le même esprit du tout. Bon. Alors elle m'a dit, écoutez, puis je lui dis, j'ai fait 2 ans, j'ai quand même un diplôme, on appelait ça jardinier d'enfants, et méthode Maria Montessori, bon. Je dis, j'aimerais bien retenter, quand on est jeune, refaire une maternelle. J'aimerais bien, sortant. J'avais envie de voir si à nouveau ça me plaisait. Bon, alors elle m'appelle, puis elle me dit, j'ai Dozulé, Falaise ou Ouistreham. Bon, ça m'est égal. Pas Dozulé, Dozulé, Falaise et Blou, ça m'est égal. Puis ma directrice me dit, qui était une bonne femme, me dit, Gisèle, j'ai fait les 3, fallait prendre le Ouistreham. C'est là où c'était, elle m'a dit, Falaise c'est là-bas, Dozulé c'est la campagne. Je reprends rendez-vous avec la supérieure, j'ai dit écoutez, j'ai pas dormi de la nuit, toute la nuit ça m'est venu, vous m'avez offert 3 possibilités, j'ai choisi c'est Ouistreham. Elle m'a dit bon, vous aurez Ouistreham, et j'y suis restée 32 ans. 32 ans Ouistreham. Ah oui. Oui, donc du coup... Et je suis restée en maternelle. Oui, ça vous avez fait du coup, vous êtes resté sur la... Il n'y avait pas de maternelle. Bon, moi j'avais un diplôme de jardinier d'enfants, comme on disait à l'époque. Avant d'aller à Ouistreham, j'avais posé mes conditions, puisqu'il n'y avait pas de maternelle, je crée une maternelle. J'ai dit, mais attention, j'applique mes méthodes. Oui, j'ai tout à fait d'accord. D'abord, les autres, ils n'y connaissaient rien là-dedans. En plus, ils faisaient le primaire, ou c'était un CEG aussi. Il y avait aussi 6e, 5e, 4e, 3e. Alors, bon, oui, c'est d'accord. Alors, j'ai donc créé une maternelle, ça a bien marché. J'ai créé une 2e classe à Ouistreham, ça a bien marché. Bon, j'étais responsable un peu de la maternelle, elles n'y connaissaient rien, les frangines. Ça m'allait bien, ça. On était un peu indépendants de l'école. C'est super. Je me rappelle, j'avais une collègue qui fréquentait, puis elle ne pouvait pas sortir le soir. Alors, comme moi j'avais la clé de la maternelle, je lui filais la clé, où je dis éventuellement, si des fois il y avait les bonnes gens qui passaient, je laissais la fenêtre ouverte, puis son fiancé
son fiancé venait la conduire. Elle s'est mariée d'ailleurs avec. Elle a continué d'enseigner tout le temps. Hein, et ça, c'était des beaux souvenirs. Sinon, elle ne pouvait pas. Quand est-ce qu'elle aurait vu son fiancé? Le dimanche, c'est tout. Et encore, l'après-midi ou le matin, mais le soir, il fallait qu'elle soit rentrée à 8h30, quoi. Alors, bon, faut pas en pousser. Hein. Oui, puis c'est vrai que c'est un milieu où c'est très compliqué en même temps. En plus c'était très fermé. Enfin, fermé. Les bonnes sœurs, elles ont peut-être fait des progrès, je ne sais plus, mais c'était très... Moi, ça m'allait pas, parce que j'en faisais... Bon... J'étais indépendante à l'histoire. D'ailleurs, vous, vos histoires de cœur, parlez-nous un petit peu. Est-ce que vous en avez eu? Comment ça s'est passé? De cœur. Qu'est-ce que vous en avez eu? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des rencontres? Mes amours? Oui, vos amours. Ah, mais ça, j'en parle jamais. Vous voulez pas en parler? Ça, je n'en parlerai pas. C'est personnel. Pas un petit mot? Rien. C'est inutile de poser la question. J'aurais tenté. Vous inventez ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Je suis sortie avec des copains. Alors, j'ai eu de très très bons copains. D'excellents copains et copines. Alors ça, on est sortis, on allait au casino de Trouville, c'est là que j'ai vu. C'est les premières années où je suis sortie, moi j'avais pas de voiture. Hein. On avait un copain qui avait la voiture de sa mère, une traction. Alors c'était bien ça. Voilà, alors on sortait toujours en bande. Toujours. Mais alors en bande, c'était vraiment sympa. Voilà. Alors du coup, je vais reprendre l'ordre chronologique. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, le film a eu lieu à 30 ans. Moi, je voudrais juste aussi revenir sur ce petit point. Comment vous avez vécu ce tournage ici, par exemple? Moi, je vais vous dire, je vais vous surprendre de quelque chose que là, nous avons une petite dédicace. Oui. Je tremble un peu, mais voilà. Hein, j'imagine. Et Annie Girardot. Et pourquoi il y a Annie Girardot dans le coup, là? Hein? Pourquoi il y a Annie Girardot dans le coup? Parce que je pense qu'à l'époque, elle devait être la copine de Belmondo. Enfin, après, on a le droit en off à des scoops. Parce que là, comme le singe en hiver, vous avez regardé là? Non, mais je demande pourquoi il y a Annie Girardot dans le coup. Comme le singe en hiver a été tourné chez maman, Noël Roquevert, Gabin, tout ça. Gabin moins, mais Belmondo venait parce qu'il courtisait ma sœur. Alors attendez, ça vous allez nous le raconter. On va reprendre. Alors, parlez-nous un petit peu de la période du tournage du Singe en hiver. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Ah, moi j'ai plein de souvenirs du Singe en hiver, puisque j'étais là, quoi. Puis à 30 ans, on a des bonnes... c'était en 62, décembre... janvier 62, ça a commencé, je crois. Alors, j'enseignais bien sûr, mais souvent le mercredi, le dimanche, j'étais là, bref. Et puis quand c'était les vacances, quand ça a commencé de tourner, on était en vacances de Noël, il faisait froid d'ailleurs. Bon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Il a duré combien de temps déjà le tournage? Il s'est étalé sur combien de temps? Oh, je ne me souviens plus, mais pas très longtemps. Quelques mois, quoi? Oh, pas beau. Oui, quelques mois. Jusqu'à l'été? Ça a tenu jusqu'à l'été? Ah non, ça n'a pas tenu jusqu'à l'été. Non, parce qu'il y a une partie a été tournée en studio, une partie a été tournée à Grand-Bec, sur Enqueville, Grand-Bec, là, et puis une partie a été tournée plus loin sur la côte, vous voyez. Bon, alors, je garde... Racontez-moi des anecdotes, du coup, des anecdotes de tournage. Oui. Alors, ce que je me rappelle surtout, c'était Belmondo qui faisait là sur la route de Trouville. Ouais. D'ailleurs, il a été touché, enfin, légèrement. Hein. Et ce qui était intéressant pour les Villers-Villers, c'est que les vrais, comment on appelle ça, les figurants, touchaient 3000 francs par jour. Mais pas nous, moi j'y suis allée, mais on faisait partie de la foule là. Hein. Mais les gens, par exemple, comme Picot, que vous voyez dans le Singe en hiver avec ses deux béquilles qui remontent là, je ne sais pas si vous l'avez en tête, le Singe en hiver. Bon, c'était Georges Picot, qui était handicapé, qui marchait avec deux béquilles, lui il a touché 3 000. Il y en a plusieurs qui ont touché 3000 francs par... Et pas... Bon, ça a été le pactole pour certains, mais pas pour tout le monde. Hein. Et alors, moi je me souviens, nous avions le téléphone au magasin. Bon.
Et les filles, pas ma sœur aînée, mais les 2 dernières, elles téléphonaient aux copains, aux copines, quand les parents étaient occupés. Et maman nous a dit, les filles, attention, je ne vais pas payer le téléphone pour vous. Vous utilisez le téléphone quand on n'est pas là, les copains, les copines. Hein. Non, si vous continuez comme ça, je coupe le téléphone. Mais non, on s'est dit, elle ne coupera pas le téléphone, avec le magasin, elle en a besoin. Bon. Eh bien, elle a coupé le téléphone. On n'a plus de téléphone. On faisait la gueule, nous. Et puis elle avait comme amie Madame de Rouet, qui était la directrice, la patronne de l'hôtel Continental, où tous les cinéastes prenaient pension. L'hôtel, oui, comment il s'appelle celui-là là, le premier, c'est Continental. Oui, c'est ça. Là, en face de vous, et Marilyn, oui, c'est ça. L'hôtel Continental, donc nous, c'était à côté de chez nous. Bon. Et je me souviens un jour, j'étais avec maman. Maman allait téléphoner. Et puis Jean Gabin était là. Il y avait, vous savez, il n'y avait pas le téléphone dans les chambres, il y avait un téléphone pour l'hôtel. Un téléphone, il fallait attendre. Maman était au téléphone, Jean Gabin dit à Madame Dorway, mais je veux le téléphone tout de suite. Elle a dit, écoutez, monsieur Jean-Grette, il y a quelqu'un au téléphone, vous attendrez. Et c'était maman. Maman s'en foutait éperdument parce qu'elle a dit flûte, hein, chacun son tour. Hein, mais il n'était pas content parce que monsieur Gabin, c'était tout de suite. Hein, sur la plage, par exemple, ils avaient leur fauteuil avec leur nom derrière. Hein? Et puis, je ne sais pas, ici, ils ne pouvaient pas souffrir un des cinéastes. Il a dit, vous m'expédiez ça, s'il n'est pas parti s'il n'est pas parti, je ne veux pas le voir sur le tournage, s'il n'est pas parti, moi je prends le train de midi et je ne reviens pas. J'ai vu le cinéaste pleurer, parce que c'était une affaire. Mais il est parti parce que M. Gabin avait exigé ça. On ne le dit pas dans l'histoire, mais il était sympa, mais c'était une tête de lard, c'était un chef, alors que Belmondo, super Belmondo, super. Voilà, alors qu'est-ce que je me rappelle, j'ai un feu d'artifice exceptionnel, ça. Alors on était à la Korigane, là. Maman a même eu son manteau de brûlé, parce que bon, à nous risque et péril. Hein. Et puis, je me rappelle, oui. Vous parlez d'une anecdote avec votre sœur. Ah oui, alors, elle était déjà mariée, hein, et Belmondo venait au magasin, parce que ma soeur était une belle fille, on n'avait pas du tout le même tempérament, toujours bien habillée, toujours, elle était coquette, vous l'avez connue, vous, José. Hein. Bon, elle a tenu l'agence là-haut. Et bon, elle s'entendait bien avec Gabin, et puis moi, elle était mariée, puis maman dit à mon beau-frère, vous feriez bien d'aller, parce qu'il y a Gabin qui est en train de... Prenez votre fille, puis mettez-lui dans les bras. En bonjour monsieur, bon, ils discutent, et puis mon beau-frère donne là. Ah, c'est votre fille, oui, j'en Bon, mais ça l'a pas empêché de revenir, ils discutaient ensemble, mais je pense que Belmondo, il aurait bien aimé. Voilà. Mais ça, c'était Belmondo. Hein. Oui. Voilà. D'accord, donc ça a été un gros événement quand même pour le village. Puis c'était agréable. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était une période agréable. D'accord. Tout le monde s'en souvient quand même. Ici. Ah oui. Il n'y a plus beaucoup de gens qui vraiment s'en souviennent très très bien. Où les gens ont brodé. Moi j'ai rien dit, mais j'ai entendu des trucs. Il n'y a plus de témoins, il n'y en a plus beaucoup. Moi, je suis parmi les derniers survivants de Villerville. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien, mais ça ne va pas durer éternellement. À 91 ans, ça va pas durer 10 ans. Hein. Le tournage, c'était il y a combien de temps, le tournage ? 62. Oui, donc ça va faire quand même 60 ans bientôt. 61 ans. Oui. Aujourd'hui. Ça a dû commencer au mois de janvier, fin de l'année, début janvier, je pense. C'était les vacances de Noël, c'est pour ça que je sais. Les moins de 20 ans ne peuvent pas... Alors on était toujours sur la route, on suivait quoi. Dès qu'on pouvait, on allait voir ce qui se passait, c'était intéressant. Alors nous on a eu Noël Roquevert, parce que dans le magasin de maman, Noël Roquevert, comment ils ont appelé ça ?
Au Caprice des Dieux, non? C'est pas ça? Au Chic Parisien. Au Chic Parisien. Pourquoi je dis au Caprice des Dieux? Le Chic... Bon, Vous avez faim. Le Chic Parisien. Alors, Noël Roquevert, c'est lui qui tenait le Chic Parisien. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ils ont pris tout du magasin, puis ils ont tourné la plupart des choses en studio. Ça a été tourné, il ne faut pas croire que... non. C'est bien de dire, oh bah oui, ça a été tourné chez moi. Oui, ça a été... Bien sûr, ils ont pris des trucs, mais ils avaient demandé à maman de mettre tous ces rossignols en vitrine. Alors, elle a rien pris. Mais je lui dis, maman, mais tu ne prends rien pour ça, ils sont quand même venus. Et... Non, elle n'a rien demandé. Oh, bon. Ils m'ont dit de mettre tous mes vieux rossignols en vitrine, tout ce qu'elle vendait plus, tous des vieux machins. Par contre, ça, ils ont acheté, ils ont tout pris. Ah oui, d'accord, ils sont partis. Pour emmener à... Ils ont recréé le magasin en studio, quoi. Okay. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais... Bon, oui, ça leur font un décor. Oui, c'est ça. En utilisant... D'accord. Alors, j'ai une petite liste d'événements qui ont eu lieu à Villerville, et je voudrais que vous y retourniez pour me raconter un peu comment ça se passait. Alors, c'était peut-être à des périodes un peu différentes, par rapport à l'ordre chronologique qu'on vient de... Ah, la bénédiction de la mer aussi, ça c'était... Alors, je vais vous en parler. Alors, justement, le premier, c'est la fête de la mer. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la fête de la mer? Vous avez quel âge? Depuis ma tendre enfance, moi, je vendais des insignes. Hein, je me rappelle, on faisait des insignes, on vendait des insignes, on en vendait beaucoup avec un tronc. Les gens mettaient les sous dedans, mais j'étais, je sais pas, moi j'avais 8 ans quand j'ai commencé de vendre des insignes puis on en vendait au magasin. Maman avait avec le tronc. Bon. La bénédiction de la mer, je vous montrerai une photo, mais je sais pas si je vous la laisserai prendre sur votre truc. C'est vous qui décidez. Parce que c'est moche. C'est moche, c'est parce qu'ils embarquaient à dos d'homme. Il n'y avait pas de... Et quand il y avait de la grande marée, j'ai vu plusieurs fois le curé revenir tremper, le maire aussi, Fernand Ledoux. Alors lui, en plus, Fernand Ledoux, il embarquait. Fernand Ledoux, un jour, il y avait de la tempête, ils ont reçu une vague. L'acteur, il a vite mis ses cheveux comme ça pour bien montrer qu'il avait pris la vague. Mais ça faisait partie de Fernand Ledoux. Alors je vais quand même vous montrer, j'ai là. On a dit que c'était l'évêque de Bayeux, c'est faux. C'est Monseigneur Durand qui était supérieur de l'Institut Frémont de Lisieux. Alors, il faut quand même être juste. Il faudrait peut-être lui tenir. Oui, on entend. Est-ce que vous pouvez me décrire quel était cet événement quand même? Parce que là, vous m'avez parlé directement de ce qui se passait, mais pour ceux qui ne connaissent pas l'événement. La bénédiction de la mer. Voilà, est-ce que vous pouvez le décrire? Oui, mais ça a toujours existé depuis... Oh, j'avais une photo, alors je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas dans mes archives là. Bon, c'est pas grave, vous en expliquez-le nous. Expliquez-le nous. Parce que, je sais pas moi, en 1800 et quelque chose, il y avait déjà une bénédiction de la mer, les vieux marins. Attention, Villerville est un pays de pêcheurs. Les barques, ça s'appelait les plates, c'était des barques à fond plat qu'on appelait les barques, les plates, et elles se laissaient échouer à marée montante sur le sable, et c'était les femmes, d'ailleurs il y a une peinture qui s'appelle Les femmes au cabestan, qui tiraient, les bonnes femmes qui faisaient ça, les pauvres esclaves. Hein? Bon, bref. Elles tiraient les barques pour les faire échouer sur le sable. Et puis à la marée suivante, à la mer montante, hop, les mecs, les pêcheurs, les marins remontaient dans la barque et on repoussait la barque pour que, voilà. C'était comme ça que ça se passait. Donc, mais il y avait beaucoup de plates à Villerville. Hein. Alors évidemment, comme il y avait des marins, des pêcheurs, des marins, eh bien, oui, puisque mon grand-père était un ancien marin. Et un détail sur mon grand-père, quand je suis rentrée en 5e, il avait son certificat d'études, j'avais des devoirs de géométrie, il était capable, j'ai jamais compris, je pense que c'est parce qu'il avait navigué, capable de me résoudre des problèmes que je ne savais pas faire. C'est assez curieux ça. Alors qu'ils n'avaient pas fait d'études, enfin... Ils savaient écrire le français, les bons élèves, hein.
Mais il n'avait pas été, je pense qu'il a dû embarquer, moi je ne me souviens pas, à 13 ans il a dû embarquer, comme faisaient tous les gens, les pêcheurs de Villerville, hein. Les marins de Villerville. Marins ou pêcheurs. Hein, parce qu'il y en a, je vois Prantou, Émile Prantou, il était quand même au port du Havre. Bon, bref, le mot m'échappe. Il rentrait les bateaux, les chalutiers. Non. Non. Ah, les dockers, Non, c'est lui qui a remonté les bateaux. Qui rentrait les bateaux au port, c'est autre chose. Ah oui, ceux qui prennent en main les manœuvres. Voilà, ceux qui dirigent, il y a un nom, le nom m'échappe. C'est pas capitaine au cours, c'est... Bon, bref, ça me reviendra quand je cherche, mais c'est le grade au-dessus. Et chez les Prantou, il y a, les 3 aînés ont été ils ont tous été, il y en a un qui était à Marseille, l'autre a pris la place de son père au Havre, et le 3e était lieutenant au long cours, il a loupé son examen de capitaine au long cours, là, alors il faisait partie de la bande, c'est pour ça que je les connaissais bien. D'accord. Bon, voilà, alors, ça existait depuis toujours, les processions, alors il y avait toujours bien sûr une messe, ça commençait toujours par la messe, où les marins étaient tous là avec leur bateau, leur bannière, entre autres la bannière que vous avez fait refaire. Je l'ai en photo avec les marins, mais je pense qu'elle est à la mairie de Villerville aussi, oui. Cette photo-là. Moi je l'ai aussi, mais je l'ai plus pour où elle est. Je l'ai retrouvée l'autre jour en faisant des rangements, je me dis tiens, il faudrait que je la donne à quelqu'un. Non, parce que à l'âge où je connais mes neveux et nièces, enfin surtout mes nièces, elles vont tout foutre en l'air. Ça va partir. C'est pour ça que j'ai donné la carte en question là. Parce que, une carte. Bon. Alors je trouve que c'est dommage que cette carte-là. D'accord. C'est pas parce que c'est pas pour moi, c'est parce que il y a la dédicace de Gabin et de Annie Girardot. Voilà. Bon, alors oui. Donc du coup, c'était une fête. La bénédiction de la mer, voilà, continuer aussi d'ailleurs, ça c'était la fête du pays, hein, c'était non seulement la bénédiction de la mer, c'était la fête du pays. Tout le monde les bateaux, comme encore aujourd'hui, c'est moins bien aujourd'hui que ça n'était il y a 25 ans ou 30 ans, parce qu'il y avait beaucoup plus, c'était plus festif. Bon, avec ça s'use un peu, c'est encore festif, mais je trouvais que moi j'ai eu des bénédictions de la mer qui étaient avec ça. Tout le monde à Villerville décorait, tandis que maintenant, c'est la commune qui décore un peu, qui met des trucs, mais les gens décoraient leur maison, mettaient il y avait des filets de crevetiers, plein de fleurs qu'on mettait devant sa maison. Maintenant, on ne voit plus ça, parce qu'il n'y a plus de pêcheurs d'abord. Ça n'a plus la même solennité que ça avait. Voilà, alors la messe, après procession, tout le monde venait à la messe, croyant, pas croyant, c'était la bénédiction de la mer. Puis après, tout le monde descendait à la mer. Tiens, j'ai encore vu. Alors, j'ai une photo de mon grand-père, je crois de 1933. J'ai trouvé ça, j'avais mis de côté, j'ai pas trouvé. Où il y avait une telle tempête qu'il n'était pas question. Puis au début, je pense pas qu'ils embarquaient. Il est monté sur la digue et puis on le voit jeter. L'autre, il n'avait pas peur parce qu'il y avait de la vague. Hein. Et on le voit jeter la gerbe à la mer, mais depuis la digue. Ah oui. Il est monté sur le mur de la digue, mais c'était une pleine mer. Hein. Là, c'est pas la pleine mer. Hein. Hein, attention. Oh ben, il a dû se faire mouiller les chaussettes aussi, Michel Marescot, plusieurs fois. Hein. Alors, j'ai aussi noté les noces normandes. Alors, les noces normandes, c'était... Tiens, au fait, j'ai été une fois une mariée, moi, avec comme mari M. Boyer. Oh, ça me plaisait pas. Je n'aimais pas du tout mon mari. Mais bon, maman m'a dit, tu peux pas dire non, on t'a demandé, tu peux pas dire non. Ça consiste en quoi, du coup Alors, c'était surtout, disons, une fête où on ressortait
les vieux habits normands. Mais il y en avait d'authentiques à l'époque. Moi, je me souviens, ma sœur avait un vrai châle je crois qu'il est parti, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu, ce châle-là. Bon, il y avait des vraies coiffes. Moi, j'en ai encore une ou deux. Ouais, elles sont là-haut. Que je donnerai d'ailleurs au musée, parce qu'il y a un musée des coiffes normandes, parce que ça, c'est pareil, ce sera foutu en l'air, ça intéresse personne. Hein, les choses que c'est dommage. Ah ben c'est de la culture, parce que c'est du patrimoine, c'est de la vieille dentelle, bien sûr, elles sont défraîchies, mais il y en a une qui est pas mal. Alors, donc c'était festif, on s'habillait, tout le monde s'habillait en normand, les petits-enfants portaient leur bateau, d'autres avaient des civières où ils portaient à deux, comme aujourd'hui, quoi. Et là, il y avait de la musique. Évidemment, à l'époque, il y avait le clergé, les enfants de chœur qui n'existent plus. Tout le monde sortait avec la croix, la croix est encore, je crois, vraiment. Descendait sur le casino. Maintenant, je ne me souviens pas, devait y avoir un apéritif, mais il n'y avait pas de repas. Alors qu'à un moment, il y a eu des repas. Alors, ce qui était très beau, c'était que, ce qu'on ne voit plus très peu, la marine, tous les bateaux d'Honfleur venaient, tous les bateaux, mais j'ai vu des quantités de bateaux qu'on ne voit plus. Il y a des années où on n'en a pas vu beaucoup, des moments où on en voit un peu plus là. Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Si. Ça c'était, mais il y avait des... Bon, alors je pense que Honfleur a arrêté de venir parce que... Alors attendez, ils venaient, ils repartaient conduire leur bateau, si je peux dire conduire, au port d'Honfleur, puis ils revenaient en bagnole, vite, pour c'était au casino, là, ils mangeaient, attention, ils avaient le repas, ce qui était normal. Oui, bien sûr. Et je pense que quand ça a été supprimé, le repas, il est revenu, je crois, le repas un peu, non? C'est plutôt un apéritif dînatoire maintenant, plutôt qu'un repas. Ça se passe quand Alors c'est toujours au mois de juillet parce que au mois d'août il y avait la fête du pays le dimanche après le 15 août. C'était la Saint-Roch, ce qu'on dit la Saint-Roch. La Ville-à-Ville on dit la Saint-Roch. Les Villes-à-Ville elles disent comme ça. Alors c'était la Saint-Roch. D'accord, ça marche. Alors j'avais une autre question du coup par rapport à ça. Alors, pardon, autre chose. À l'hôtel chez Mahut, est-ce que vous pouvez du coup parler un peu de l'hôtel? Oui. Voilà. Parlez-en un petit peu. Chez Mahut, c'était Abel Mahut, tous les Villavillais disaient Abel d'ailleurs. C'était son. Bon, chez Mahut, alors on y a fait des gueuletons. On y a fait d'ailleurs les communions la communion de ma nièce, vous voyez, bon, les baptêmes, bon. Faut dire qu'on avait maman avait des liens de sympathie avec Mahut. Alors, peut-être par intérêt, c'est possible, oui, j'en sais rien. Et puis nous, alors une chose, c'était Henri Bénard qui était à la rôtisserie, ça vous dit rien, Henri Bénard, le père de Jean-Louis, qui était premier rôtisseur chez Mahut. Et nous, vous savez, l'été, on travaillait, on était des fois 5 dans le magasin à vendre. Hein. On n'avait pas le temps le dimanche de faire à manger. Tous les dimanches, l'été, en saison, on allait chercher notre poulet, les pommes dauphines. Tous les dimanches, midi. On mangeait le poulet Mahut et les pommes dauphines qu'Henri nous faisait, en accord avec Mahut, bien sûr. Attention. Alors, Mahut, c'était le cocktail Mahut. Ah oui, je me rappelle mes 20 ans. C'est la première bourrée que j'ai prise. Je sortais avec, à ce moment-là, on était dans la bande, on était 3. 2 filles et un garçon. Alors, c'était mes 20 ans. Alors, Georges me dit, bon, on va aller boire l'apéritif chez Mahut. Puis on sortait le soir, on allait au casino de Deauville. Alors, je dis oui, d'accord, mais moi, un cocktail, c'était assez, mais ils m'ont fait boire 2 cocktails. C'était rien tant que vous étiez assise, mais pour se lever. Alors je me rappelle, je rentre à la maison, je tenais Ginette d'un côté, Georges de l'autre. Mon père a dit, oui, c'est inadmissible. Maman m'a dit, tu manges ta soupe, tu vas te coucher et tu te relèves pour aller... Pour ça, j'avais une maman, elle avait voyagé très ouverte. Hein. Mais elle a rien dit à mon père. Mon père n'était pas content de me voir comme ça. Si on tient pas la chopine, qu'est-ce qu'il m'a dit?
si on ne tient pas la chopine, si on ne tient pas le lit, on prend une chopine, ou si on ne tient pas la chopine, on prend un verre. Quelque chose que je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Mais je me suis fait engueuler. Bon, très bien. Et j'ai mangé ma soupe, je suis allé me coucher 1 heure, puis quand les deux sont venus me rechercher, je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas sous. Ben moi, j'avais peut-être pas l'habitude de boire. J'avais pas l'habitude de boire. Bon, alors, puis ça, on fait exprès, je pense. Enfin, j'en sais rien. Et puis, on est allé au casino de Deauville. Alors, chez Mahut, on y mangeait. Oh, même l'apéritif, vous aviez bu l'apéritif chez Mahut avec... bon, peut-être que... Bon, il devait faire ça pour ses bons clients, mais je pense qu'il avait quand même, pour les Villers-Villers, une certaine... Bon, il était maire, il fallait aussi qu'il cultive son électorat, hein, attention. Mais pour les Villers-Villers qui allaient chez Mahut, il avait une certaine sympathie, je pense. Je pense. Et alors, attention, pendant des années, le vin d'honneur de la bénédiction de la mère s'est fait chez Mahut. D'accord. C'était pas en bas, c'était chez Mahut. Tant que Mahut était là, il est mort en... Mon père est mort en 55, il est mort en 5... Je pense qu'il est mort en 58, Mahut. D'accord. Voilà, en gros. Hein. Et donc vous étiez très jeune, ça correspondait en effet à votre adolescence. Quoi. Grande adolescence, oui, je suis en 32. Oui. Hein, je 42, 52, j'avais 25 ans quand même, 26 ans. Alors, ah oui, moi dans ma tête c'était 20 ans. Mais non, je suis en 32, 32, 42, 52, j'ai dit 50. J'ai oublié 5 ans dans l'affaire. Oui. Alors bon, qu'est-ce que je peux vous dire? On y mangeait très bien chez Mahut. Oui. Je me rappelle du service. Alors, ce qui était bien, c'était que la rôtisserie était à la vue de tout le monde. Oui, comme ça se fait encore un petit peu. Alors, on voyait Bénard avec son chapeau tout en blanc, puis son grand chapeau blanc qui rôtissait les poulets qui tournaient. Oh, c'était super. Oh, c'était bien, Mahut. Attention, c'était classe. Hein. Alors, qu'est-ce qui venait très souvent, enfin, de temps en temps le week-end, le duc de Windsor et Miss Simpson, enfin sa femme, j'allais dire Édouard, mais non, il n'était plus roi, puisqu'ils habitaient Paris à ce moment-là, hein, ils venaient. Vraiment, il y a eu des personnalités. Hein. D'ailleurs, c'est pas très su, mais Mahut est allé comme un des cuisiniers, attention, pas comme cuisinier, mais comme un cuisinier au mariage d'Élisabeth II. Et ça, j'ai l'impression qu'on ne le sait pas. D'accord. Il y a eu quand même, oui, en effet, mais... il était connu, presque internationalement, presque, oui. Alors, pendant la guerre, il est venu Rommel, là aussi. Bon, il a eu des ennuis aussi, lui, comme Collabo. Il a eu des ennuis avec la Gestapo, pour un vol de sang, je crois, un truc comme ça. Et puis, il a eu des ennuis aussi après la guerre, bon. Mais ça, avec les deux. Mais c'était un commerçant, attention. Bon. Alors, on dit qu'Hitler est venu là, je ne le pense pas. Ouais. Voilà, je vous dis franchement, pour moi, ça fait partie du décor. Mais non, Rommel, oui. Rommel est venu. Bon, mais Hitler, bon, c'est fou. Oui, ça fait faut être naïf pour croire ça. D'accord, donc là on a un peu éclairci le sujet Mahut. Je voudrais revenir du coup maintenant à notre chronologie. Donc vous nous avez parlé du coup des 32 ans de carrière à Ouistreham. Oui. Ouistreham qui est une ville que moi je connais particulièrement bien. Et je voulais savoir, est-ce que vous pouvez justement me parler de qu'est-ce que vous avez, parce que en 30 ans il s'en est passé des choses. Qu'est-ce que vous avez à me dire pendant cette période de choses qui vous reviennent? Alors, ce que j'aimais bien dans l'école où j'enseignais, c'était que ça s'adressait à tous les milieux sociaux. On avait bien sûr les filles, c'était mixte, la maternelle était mixte et le CP. Après, non, péché mortel. À partir de quand d'ailleurs qu'ils ont... La mixité, je ne me souviens pas, a été octroyée partout, je ne me souviens pas, vous pourriez le dire? Moi, je me dis dans les années... moi, j'étais encore en école primaire, à garçon-fille. Oui. Moi, je suis de 62, donc jusqu'à 11 ans, ça fait 73. Donc je pense que c'est dans ces années-là que c'est devenu oui, alors, mixte.
Nous, dans l'enseignement privé, on n'était pas à ce moment-là. Après, moi, je suis passé sous contrat d'association avec l'État, donc payé par l'État. Hein, c'était diplôme égal, salaire égal, quoi. Alors qu'on gagnait pas grand-chose dans l'enseignement libre, peu importe. Ce que j'aimais, c'était la liberté des méthodes. Hein. Et alors oui, ce que j'aimais à Ouistreham, on avait filles de médecins, filles d'avocats, filles de pêcheurs, filles de pauvres, garçons, puisque moi c'était mixte dans ma classe, hein, garçons, des enfants de pêcheurs. Moi j'allais visiter des fois des familles de pêcheurs où c'était. Mais par contre, la scolarité était gratuite ou partiellement gratuite pour les familles pauvres. Ça m'allait bien, parce que c'était payant l'enseignement libre. Il n'y avait pas de subvention. Hein. Bon, c'est pour ça qu'on ne gagnait rien d'ailleurs, ou pas grand-chose. Moi, je m'en foutais. Alors, j'ai fait du théâtre là-bas. D'ailleurs, le Doubs m'avait bien aidé. J'ai fait du théâtre en tant que metteur en scène, si vous voulez. Oui, avec les enfants. Oui. Avec mes petits bons, mais c'était au Casino de Ouistreham. Alors d'abord, ça a été à la salle Michel Cabieux. Et après au Casino d'Ouistreham, et je m'étais liée d'amitié avec un enseignant qui est devenu directeur de l'école primaire de Ouistreham, laïque. Enfin, ça jasait un peu, ça. Parce que je crois qu'il a eu plus de réflexion que moi je n'en ai eu. Parce qu'il nous aidait, c'est lui qui nous faisait la mise en scène. Hein, que ce soit à la salle Michel Cabieux ou au Casino, il faisait la mise en scène de l'école du Sacré-Cœur. Parce qu'il aimait ça. D'accord. Bon, c'est pour ça. C'était pas du tout une question d'idéologie, non. C'est parce qu'il aimait ça, puis moi j'étais bien avec Longuet. Bon. Et alors, ça, moi je garde un souvenir. Et alors, c'est pareil, on faisait aussi des défilés. C'est vous, c'est moi? C'est moi. Ah bon. On faisait aussi des défilés dans les rues, je ne me rappelle plus pour quelle fête. Bon. Mais je garde un très 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 bon souvenir tous les ans, en fin d'année, la fête de l'école. D'accord. Où on faisait, chaque classe, hein, c'était pas, il n'y a pas que moi, avec ma maternelle, chaque classe primaire donnait un truc, quoi. Alors quand c'était au Casino de Rivabella, c'était super, parce que le casino était sur Riva, c'est la même commune, mais la plage c'est Riva et le pays c'est Ouistreham. D'accord. D'accord. Et alors du coup, par rapport à toute cette carrière à Ouistreham, est-ce que vous pouvez me parler du coup maintenant plus de la fin? Comment ça s'est passé la fin? Comment aussi vous avez vu parce que le monde a beaucoup changé hein, pendant cette période-là. Il y a eu aussi une arrivée. Enfin quoi, vous étiez à la retraite à quel âge vous? 90. En 90, c'est ça. Donc, et ils en ont marre à l'État. Hein. Ah oui. Ils voudraient bien que ça se termine. En plus avec ce qui se passe en ce moment, c'est drôle. Et du coup, parlons un peu de votre fin de carrière. Comment vous avez aussi vu cette... Alors j'étais directrice pendant... Ça ne me plaisait pas du tout. Mais c'est l'inspecteur... Alors vous vous rendez compte, une pauvre fille de maternelle, hein, qui est devenue directrice de cette classe avec une école primaire. C'était pas du tout... Si le contact avec les parents comme ça va bien, mais diriger, attention, dans l'enseignement libre, vous dirigez la cantine, la directrice dirige la cantine, les achats, tout. Alors moi j'ai réuni, l'inspecteur vient, on n'avait pas de directeur. Alors comme j'étais la plus ancienne et la plus âgée, mes collègues m'ont dit, écoute, tu prends le... Bon, j'ai dit oui, momentanément. Hein. L'inspecteur vient, donc je vais le recevoir, il vient visiter l'inspecteur de l'enseignement public, hein, parce qu'on était déjà sous contrat d'association avec l'État. Alors, je me présente, il me dit, mais vous n'avez pas de directrice? Je dis, non, monsieur l'inspecteur, il n'y a pas de directrice. Il me dit, comment vous vous appelez? Je dis, Gisèle Aubert. Vous n'êtes pas sur mes listes. Je dis, monsieur l'inspecteur, je suis là depuis 1958. Donc ça c'était, je ne me rappelle plus quand est-ce que c'était, quand est-ce que j'étais nommée directrice. Alors, il m'a dit, mais j'ai rien. J'ai dit, écoutez, j'habite à 2 km. Si vous prenez en responsabilité ma classe, j'ai ma voiture,
j'en ai pour 10 minutes, je vais chercher mes diplômes, tout ce que j'ai, mon agrément de l'enseignement public, le CAP de l'enseignement public que j'ai passé à 30 et quelques années, puisque pour être agréé par l'État, nous on n'avait pas le CAP, on avait le certificat de l'enseignement libre, mais on n'avait pas le CAP de l'enseignement public. Donc je l'ai passé tard, quand j'ai fait ma demande d'insertion, quoi. Alors il me dit oui. Alors, il m'a quand même noté. L'inspecteur, j'ai dit, je sais pourquoi. Il me dit, comment ça se fait que vous n'êtes pas... Mais j'ai dit, parce que je ne dépends pas de vous, monsieur l'inspecteur. Je dépends de l'inspection des écoles maternelles. Je dis, je dépends de mademoiselle Petit. Ah, alors je comprends. Fallait lui dire tout. Il n'avait pas réalisé. Bon, alors. Et puis c'est l'inspection académique qui m'a nommé d'office. Parce que personne ne voulait prendre la responsable. Ouh, j'étais syndiquée, hein, parce que moi j'ai fait du syndicat. Ah oui, je me suis toujours défendue. J'étais syndiquée, j'ai été voir mon syndicat. Il m'a dit, vous refusez. Je dis, je ne resterai pas, ça. Je veux bien faire 2-3 ans pour dépanner, mais c'est tout. Hein. Alors, il m'a dit, vous refusez les émoluments, quoi. Vous refusez. J'ai fait ça gratuitement. Comme ça, je dépendais de personne. Et j'avais mis mes conditions. Et j'avais mis comme condition, entre autres, de garder ma place avec... C'est pas marrant pour le directeur qui vient, quand la directrice reste dans l'établissement. Ah oui. Ah bah oui, il faut être... J'avais... Bon, mais j'étais bien... Mon syndicat m'avait bien expliqué ça. Alors, dès que j'ai pu... Tous les ans, je donnais ma démission. Dès que j'ai pu... Ben oui, ça marchait bien, évidemment. Mais moi, non, moi je ne suis pas faite pour être directrice. J'étais une enseignante, diriger 2 classes, ça m'est égal, 3 classes, ça m'est égal, mais diriger un établissement, non. J'ai fait des inspections. L'enseignement libre m'avait demandé, alors là c'était bien parce que je ne faisais pas ma classe pendant ce temps-là. J'étais jusqu'à Rouen faire avec eux, la responsable bien sûr. Moi j'étais surtout sur le plan pédagogique, responsable du plan pédagogique. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, par exemple, de votre... si vous avez une méthode en particulier, quelque chose à dire, quelque chose à transmettre potentiellement à des futurs instituteurs, des petites... pas rentrer dans le détail, mais des petits conseils, quoi. Des conseils, j'en sais rien. Mais écoutez les enfants, d'ailleurs, ne jamais parler à un enfant à hauteur, mais toujours... Ça, quand je voyais des enseignants qui discutaient avec les gamins, à même niveau déjà, ça c'est la première des choses à faire. Et puis, bon, moi j'avais les méthodes de Maria Montessori. Quand je suis arrivée là, j'ai fait faire dans ma classe une ligne rouge, tout autour des tables, parce que quand on arrivait, on se mettait sur la ligne en silence, ça se fait plus, mais enfin bon. Puis on se disait bonjour, alors on a passé une bonne soirée, on n'a pas eu du mal à se lever ce matin. Vous savez que des gamins de 6 ans, 5 ans, hein, bon. Oui, alors après on s'asseyait sur la ligne, moi je m'asseyais sur une petite chaise parce que faut se relever. Bon, et puis on discutait, puis après les enfants, alors on prenait un temps de silence, qu'est-ce qu'on allait faire, et ils choisissaient eux-mêmes leurs activités. Bon, c'était les méthodes montessoriennes, dictée muette, etc. Bon. Vous proposiez quand même un choix? Ah bah ils choisissaient. Parmi un choix. Ah bon, parmi, ah bah oui. Oui, bien sûr, non, c'est pas... Parmi un choix, oui. Alors il y en a qui faisaient des muettes, d'autres des barres, d'autres lassaient j'avais des cadres pour apprendre à lasser, ça se fait plus ça. Maintenant, ils ont des cratches aux chaussures. Mais chez moi, il fallait qu'ils sachent faire leurs nœuds. On foutait pas son manteau n'importe comment, fallait mettre les manches, fallait mettre les gants ou l'écharpe dans les manches, le bonnet dans les manches. On se déchaussait. Parce que ça les apprenait d'abord à faire leur lacet, mais surtout parce que j'étais au premier et que c'était du parquet où j'avais une classe. Avec 4 grandes baies. Oh, j'étais bien. C'était un ancien dortoir. Alors c'était immense. J'avais au moins 12 lavabos dans la pièce d'à côté. Oh, j'étais bien. Oh, je me suis bien plu là-bas. Après, j'y suis resté 32 ans. Oh, super. Alors du coup, maintenant, on va passer à peut-être... votre partie de vie à partir de la retraite. Donc déjà, est-ce que vous pouvez me dire
Ah, c'était dur, ça. Comment vous avez vécu votre retraite, déjà? Et ensuite, je me suis aperçue au mois de mars, pourquoi, que je ne savais pas. J'avais l'impression de ne plus savoir faire ma classe. Il y avait d'autres méthodes, 90. Non. J'ai dit, mais je ne sais plus faire ma classe comme eux. J'ai dit, puisque j'ai ça, je m'en vais. J'avais 60 ans, donc je pouvais me permettre de partir. Oui, c'est ça. 90, quel âge j'avais, j'en sais rien, non. 61 ans, je pense. Alors, tout d'un coup, j'ai écrit à l'inspecteur que je faisais valoir mes droits à la retraite. Alors évidemment, au mois de mars, on a commencé, le directeur d'enseignement m'a dit, vous auriez dû le dire plus tôt. Ah, mais j'ai dit, mais ça m'a pris comme ça, excusez-moi. Monsieur le directeur, excusez-moi, mais c'est comme ça. Alors à l'école, je n'étais plus directrice. La directrice me dit, mais vous auriez dû le dire. Mais je dis, mais j'ai pas pu vous le dire, je ne sais plus faire ma classe. Donc je m'en vais. Alors, mais c'est pas vrai, mais j'ai dit, ça c'est mon garçon. Et puis je pouvais prendre ma retraite à 55 ans. Moi j'avais pas envie. J'étais 6 mois sans repasser devant l'école. Je pouvais pas. Surtout pas aux récréations, pas à l'entrée ni à la sortie. Parce que je suis partie, mais après 32 ans, vous partez pas les mains dans les poches comme ça. Bon, voilà. Alors on m'a fait mon départ en retraite qu'à la rentrée. Ben oui, parce qu'il fallait prévoir. J'annonçais au mois de mars, mais il faut que ça se mette en route. Il n'y avait plus qu'un trimestre. Bon. Alors on m'a pas fait mon départ en retraite au mois de juin, parce qu'il y avait la fête de l'école à préparer, bon. Et on m'a fait mon départ en retraite au mois de septembre. D'accord. Voilà, on m'a payé un voyage en Palestine, à Jérusalem. Ah, super. On me dit, vous voulez un fauteuil, une télévision? J'ai tout ça chez moi, puis je ne suis pas une vieille. Avoir un fauteuil. Il y a tout. Bon, je dis, j'aimerais bien un voyage à Paris. Et s'il y a assez d'argent, j'irai à Rome. Mais mon idée, c'était... Je savais que j'allais avoir... Mais j'allais pas dire... faut quand même pas... Je dis à Paris ou à Rome. Et puis je suis partie et j'ai dit, bon, d'accord, avec le chèque que j'ai eu, je suis partie en Israël. Bon, super. Voilà. Et alors du coup, maintenant, parlez-moi un peu de la suite. La suite, j'habitais Colville-Montgomery. Petite parenthèse, pendant vos 32 ans de carrière à Ouistreham, vous étiez logé à Ouistreham du coup? Non, j'étais logée, ce qui m'a permis d'économiser pour faire construire ma maison. J'ai été logée à l'école. Dans l'école, là, mais j'avais ma chambre, j'étais indépendante, hein. Mais l'avantage, c'est que j'étais nourrie parce que je faisais une surveillance de... Qu'est-ce que je faisais? Le soir. Non, le matin. Le matin, c'est moi qui levais les élèves. Donc, vous voyez, en échange, c'était pas légal, mais c'était comme ça. Partout, c'était comme ça. Alors après, j'ai acheté un terrain à Ouistreham, à Colville-Montgomery. Je voulais surtout pas aller à Ouistreham pour pas avoir les parents sur le dos. Parce que moi, une fois que j'avais quitté l'école, c'était terminé. Fallait pas. J'ai eu un téléphone, j'ai toujours dit que j'avais pas de téléphone. Je voulais pas comme téléphone. Personne n'avait mon numéro. Non, parce que, écoutez, il y a Pierre qui a oublié son caouet, puis on en a besoin. Alors, non. Vous avez bien fait. Non, indépendante, ça, moi, j'ai jamais accepté d'être... Non. Alors... Donc, du coup, pardon, c'est moi qui ai ouvert une parenthèse, et du coup, on parlait du coup, après la retraite, du coup, qu'est-ce que vous avez fait une fois en retraite? Oui, une fois en retraite après. Première année, j'ai dit je prends une année sabbatique, je ne fais rien. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Alors après, je me suis engagée au CHU de Caen comme visiteuse des malades, quoi. J'ai fait ça 10 ans. J'avais un étage, j'avais le 17e, c'est-à-dire la rhumatologie, les opérations de os. Parce que, attention, on ne va pas où on veut, hein. Tout est à l'hôpital. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Alors, j'ai fait ça une dizaine d'années. J'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai fait, pendant une douzaine d'années aussi,
pèlerinage à Lourdes avec les malades. C'est toujours un peu le... Et je voulais être infirmière. Hein. Avant d'être institutrice, je retrouvais un petit peu là mon ancienne vocation. Je pense que c'est ça, enfin j'en sais rien. Bon, alors j'ai pris plus de responsabilités dans le syndicat, je suis devenue trésorière académique, pas du tout mon truc, mais ça fait rien. Pas du tout mon truc, mais bon, il n'y avait personne, j'ai dit bon, d'accord. Et puis je faisais de la retape pour enrôler, ça m'allait bien. Dans les écoles, je vais voir les enseignants, vous syndiquez, vous n'allez pas vous laisser faire avec les bonnes sœurs, les curés, je ne sais pas ça comme ça, mais... Bon, alors j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me rappelle plus tout ça, vous savez. Non. Après, je suis venue habiter, j'ai vendu ma maison de Colleville. Vous êtes revenu quand en Villerville, du coup? Ah ben j'y venais toujours. Oui, mais j'y suis pas, j'ai toujours mon appartement à Caen. Oui, vous n'êtes pas là. Je suis toujours là, mais je ne suis jamais là. Vous n'êtes pas là. Et je suis toujours là. D'accord, vous êtes toujours eu, il y a un pied à terre ici, toujours en permanence. Si, j'habite là, mais je vais à Caen de temps en temps. Vous avez encore, du coup, votre... J'ai gardé mon appart à Caen. Parce que et puis, j'aime bien aller à Caen, j'ai mes copines, mes collègues. Ah oui, c'est vrai que... J'ai en face de moi une qui est devenue amie, mais que je ne connaissais pas quand je travaillais, qui était professeure de psychologie à la fac de... Ah oui, j'ai pris des cours à la fac, en retraite. En retraite? Oui. Ah, par exemple. Alors, j'ai pris des cours à la fac, j'ai repris du français, et j'ai repris anglais et allemand. D'accord. Je me rappelle de rien. Rien du tout. Enfin, ça me plaisait bien, puis je faisais de la gymnastique. J'allais à la piscine, et puis... Alors, j'ai essayé le tai chi, c'est ça. Oh, j'ai dit, c'est pas possible de faire ce machin-là. C'est tellement lent, ça me va pas du tout. Il fallait faire des trucs comme ça, et puis pas parler, puis... Ouh, j'ai fait ça 2 fois, puis j'ai dit non. C'est pas bon. Non, je trouve ça horrible. Enfin, pour moi. Hein? Mais il paraît que c'est très bien. Il paraît que ça vous calme, ça vous apaise. Mais allez-y, moi ça ne marche pas. Bon, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est vrai, j'ai oublié, j'ai fait ça. Puis après, j'ai été trop prise. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'arrivais plus, j'ai lâché la fac parce que si vous allez à la fac, il faut travailler. T'as du boulot, hein. Alors j'ai lâché la fac, j'ai dû faire ça 2-3 ans, puis j'ai dit c'est pas possible. Vous avez finalisé quand même le processus? Pardon? Vous avez finalisé quand même le processus? Non, c'était pas... C'était pour le plaisir uniquement. Ben non, à 65 ans que je voulais finaliser un truc, je m'en fous. Moi, non, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien aller au bout du processus. Non, mais moi c'était pour le plaisir de discuter, de rencontrer, d'échanger, voilà, c'était ça. D'accord. Voilà. Ça marche. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Moi, j'ai une dernière question après que je vous poserai, qui est par rapport à ce que je fais d'habitude quand j'interviewe les gens. Mais qu'est-ce que vous avez peut-être à rajouter, à nous dire, quelque chose que vous avez pensé peut-être pendant cette période de votre retraite à maintenant? Peut-être même plus dans le moment présent. Qu'est-ce que vous Alors, je suis revenue. Bon, je suis revenue moment vieillissant. Où on partait quelquefois 15 jours à Caen. À Colleville-Montgomery, où j'étais, parce que c'est elle qui m'a fait acheter mon appartement de Caen. Hein, parce qu'elle m'a dit, tu ne peux pas rester à Colleville, je ne suis pas tranquille. Mais moi, je n'osais pas vendre ma maison de Colleville, j'avais acheté mon appartement de Caen, parce que je me disais, si jamais elle est malade, moi, je ne pouvais pas déménager en même temps. Alors j'ai déménagé que quand elle est morte en 95 et en 96 j'ai habité Caen. D'accord. Voilà. Alors après je suis venue là, j'étais embauchée à la paroisse. Alors vous mettez ça dans le doigt et ils vous filent ça, hein, tout. Je faisais jusqu'à l'année dernière les inhumations, j'enterrais les morts. J'aimais bien. Chacun ses goûts.
D'ailleurs, Monsieur Trioro qui est mort, moi j'ai dit, bon, moi je ne fais juste... Enfin, c'est moi qui ai préparé avec Claude et sa femme, Jean-Claude Trioro, et il m'a demandé de faire un petit mot. J'ai dit, ce sera très court. Hein. Vous y étiez? Non, on n'a pas su, malheureusement. Hein? Il y a eu un manque d'informations. Bon, alors c'est moi qui ai fait, c'est la seule chose que j'ai accepté de faire, le mot d'accueil du début pour dire ce qu'avait fait Trioro dans la paroisse. Alors la paroisse, bah oui, j'ai fait les inhumations, j'ai fait plein de trucs, sauf le catéchisme. Je voulais plus du tout m'occuper de gamins. Pour moi, c'était fini. Je ne savais plus, j'avais décidé que je ne savais plus. C'était une honneur. Ah non. C'était clair. Et puis ça, c'est dans le tempérament. Hein. Ouais. Moi, Donc vous avez eu 1000 vies en fait, si je comprends bien. Voilà, alors j'ai fait autre chose, donc aller voir les familles, maintenant j'y vais plus parce qu'à 90 ans j'ai du mal à me déplacer, mais... Est-ce que vous pouvez me dire encore d'autres? On sait rien. Je me plais bien, j'aime la vie. Je peux vous dire que j'aime la vie. Le jour où il faut faire sa valise, ben, je partirai. Ça ne m'inquiète pas du tout. Ce que je voudrais, c'est que ça dégage très vite. Voilà. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, quelle est votre vision de la mort? Quelle est votre vision? Bien. Vous allez rire ce que je suis en train de lire. Ah mince, il est pas là. Ben, il a encore disparu. Ah mais, non mais, qu'est-ce que j'en ai fait? Je suis en train de lire Préparer sa mort. Ah. Ah oui, ma vision de la mort, ben, j'en sais rien. Moi je crois, puisque je suis croyante, je crois que c'est un passage. Vous dire que j'ai pas la trouille, je suis comme tout le monde. Je vois pas ça avec... bon, je sais pas ce qui m'attend de l'autre côté. Je suis croyante. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose, mais qui est-ce que je vais rencontrer là-bas, j'en sais rien. Hein? Je pense que je serai quand même accueillie, sinon je me syndiquerai. Bon, je pense que je serai quand même bon, comme tout le monde d'ailleurs. Je pense que le choix, je pense que on est des êtres libres, et je pense que le choix nous appartient. Vous croyez si vous pouvez, si vous voulez, si vous pouvez. Ou vous croyez pas, mais moi je respecte les gens qui croient, les gens qui croient pas. Parce que ça ne nous appartient pas. Alors, ce que je voudrais, c'est ne pas vivre trop vieille. Quand on me dit tu peux en prendre pour 10 ans, moi j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que on se décrépit quand même. Moi je me rends bien compte que c'est depuis surtout la mort de ma sœur que j'en ai perdu. Et je me rends bien compte que j'en perds. La tête, ça marche encore. Ça c'est pas mal, je lis beaucoup. Mais il faudrait pas que ça dure trop, encore bien des années. Voilà. Dire que j'ai peur, je ne sais pas si j'ai peur, je ne vois pas ça de gaieté de cœur, mais bon, de toute façon, on est sur la terre, on sait bien qu'il y a une fin. Pour vous comme pour moi. Peut-être que vous partirez avant moi, j'en sais rien. Elle aussi, elles n'en savent rien, mais on verra bien. C'est vrai. Alors comment j'occupe mes journées? Mais il me faut beaucoup de temps pour ne rien faire. Faire mon lit, faire ma toilette, la lessive. J'ai quelqu'un qui vient quand même 2 fois, l'UNA, je fais partie de l'UNA, un service d'aide aux personnes âgées. Ça c'est bien. J'augmenterai d'ailleurs, je suis bien obligée. Je fais ma cuisine, je mange, je bois aussi. Jamais seule, mais je bois volontiers avec quelqu'un. J'ai pris une décision, je ne bois jamais seule. Je suis seule, je bois de l'eau. Dès que j'ai une occasion, je saute à pieds joints dessus. Voilà. Très bonne philosophie. Hein? Très bonne philosophie. Voilà. D'accord. Alors, autre question qui n'est pas forcément sur votre vie, mais sur peut-être quelle vision vous avez de l'évolution du monde depuis votre enfance à aujourd'hui? Parce que vous avez vu le monde changer. Oh, si peu. Et ça n'a rien à voir. Dites-moi plus. Ça n'a rien à voir avec ce que moi... Il y a eu des progrès quand même. Oui. Moi, je vois une évolution qui...
Bon, alors les gens sont... Je suis plutôt d'un tempérament optimiste. Alors je ne vois pas l'avenir comme une catastrophe. Les jeunes, évidemment, ce qui est un peu embêtant, c'est la drogue. Voilà, c'est ça qui me gêne. Mais bon, j'y peux rien, vous non plus. Et puis, ce qui est moche, c'est que ça atteint vraiment les jeunes de plus en plus jeunes. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est quand même quelque chose de pénible. Mais je pense que les jeunes, ils ont beau se révolter, etc. Il y a de la richesse là-dedans. Tiens, j'étais en train de lire ça. Nos ados sont en première ligne pour la planète. Hein, voilà des jeunes qui savent défendre leur planète, ce qu'on n'aurait pas fait, nous, on s'en foutait complètement. Alors vous voyez, je trouve que il y a quand même de l'espoir parmi les jeunes. Ils ne sont pas tous, bon, il y en a. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Je trouve qu'on fait pas bien, enfin je ne sais pas si on peut faire mieux, l'accueil des étrangers. Hein? Je pense qu'on n'aurait pas eu les problèmes qu'on a dans les villes si on n'avait pas fait des ghettos avec les gens qui nous venaient de l'étranger, si on les avait répartis, hein, si on n'avait pas fait des catégories. Je pense que évidemment ils se sont révoltés, on peut comprendre. L'injustice, mais on ne peut pas accueillir toutes les misères de la planète, ça j'en ai bien conscience, c'est pas possible non plus. Mais les gens qu'on accueille, j'aimerais qu'on les accueille bien, surtout les enfants. Je sais pas, c'est peut-être idiot ce que je vous dis. Non, c'est très intéressant. Et d'un point de vue aussi, comment dire, l'évolution en 91 ans, vous avez quand même vu le monde changer aussi d'un point de vue technologique. Là, on a été dérangé par des sonneries, par exemple. Alors moi, parlez-moi de votre vision de la technologie. Alors, très bien. J'ai un téléphone portable que je ne donne pas mon numéro parce que je réponds si on m'appelle. Il me sert surtout quand je voyage, quand je m'en vais pour appeler si je conduis encore. Hein. Alors, pour appeler si j'ai un problème, c'est tout. Prendre un message, j'en prends pas. Faire un message, j'en fais pas. Hein. Si sur mon téléphone fixe, hein, je prends les messages sur mon téléphone fixe, les messages oraux. Écrits, ils ont qu'à m'appeler. Voilà. Bon, autrement... D'un point de vue plus global, après, quand on vous parle d'intelligence artificielle, est-ce que ça vous parle, par exemple? Quand on me parle d'intelligence artificielle, est-ce que ça vous parle? Ah, alors ça, non, pas encore. Je lis des trucs, ça me fait un petit peu peur. Bon, parce que, attention, c'est quelque chose que j'ai pas travaillé, que j'ai lu des trucs, mais pas suffisamment. Maintenant, ça rentre difficilement. Hein. J'ai plus de mal à analyser quand même. Ça me fait un petit peu peur. Je pense que il faut, peut-être parce qu'on ne sait pas encore très bien s'en servir, c'est pas au point d'ailleurs. Hein. Ce que ça donnera, je ne sais pas, mais de toute façon, l'homme ne sera jamais remplacé. Ça, j'en suis bien convaincue. Quels que soient les progrès qu'on puisse faire, on ne remplacera jamais. Il y aura toujours un hiatus quelque part. C'est tout ce que je peux vous dire. Un dernier mot sur Internet, du coup. Internet, quelle est votre vision d'Internet? Que j'ai? Oui, votre vision. Comment vous savez que j'ai Internet? Non, pas peu. Quelle est votre vision à vous du principe Internet? Je trouve que moi j'apprends. Comme j'ai Internet, personne ne le sait, prière de ne pas le dire. Hein. Parce que si on me demande si j'ai Internet, je dis non. Moi j'apprends beaucoup de choses avec Internet à la télé. Hein, sur les chaînes que vous n'avez pas autrement. Hein, par exemple, ce soir, à 8h30, sur KTO, hein, une chaîne catholique, hein, je vais regarder sur le Je crois en Dieu. Parce qu'il y a des trucs qui... Bon, je vais vous dire ça. Il y a des trucs qui m'étonnent. Pas qui m'étonnent.
Non, il y a des trucs que je n'ai pas encore, à 90 ans, que je n'ai pas assimilé encore, que je n'ai pas encore bien réalisé, donc je crois en Dieu. Oui, à 90 ans. Alors ce soir, il y a une émission là-dessus, c'est la 3e que j'écoute. Il va y en avoir 6, ou 5 ou 6, c'est tous les dimanches soirs à 8h30, je vais écouter ça. Et je prends des notes. Donc vous en servez du coup de principe d'Internet. Oui, du principe d'Internet. Oui, j'aime bien. J'aime bien, mais je ne suis pas quelqu'un qui est... par exemple, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. J'ai regardé hier un film policier, je ne comprends pas. Un film policier moderne, c'est ça? Oui, moderne, c'est ça. J'ai pas compris. Alors, il faut dire que je dors entre deux quelquefois. Alors évidemment, sur un film, je crois qu'un film policier, si vous vous endormez, ne serait-ce que 5-10 minutes, c'est foutu, vous avez loupé le coche. Et je crois que c'est ça mon problème. Alors je dis, mince, où est-ce qu'on en est? C'était quoi hier soir? Je ne me rappelle plus, j'ai regardé ça sur la 2. Je ne peux pas vous aider. Oui, si, c'était une fille dont c'est ça, hein. Et si on s'endormait, on ne comprenait pas, vous vous inquiétez pas, je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris? Non, je me suis alors la fin, j'ai dit, comment, c'est déjà fini? Non, mais je n'ai pas compris que c'était celui-là. Vous inquiétez pas, je suis comme vous. Bon, ouais. Oui, alors les films policiers, alors que j'aimais bien autrefois, comment ils s'appelaient, je les comprenais tous avant les... Les Colombo, non, Maigret. Maigret, oui. Alors, c'était tout à fait à ma portée intellectuelle. Si c'est un peu trop, je suis trop bête pour comprendre. Ok, alors par rapport donc, à Internet, tout ça, la technologie, on a abordé le sujet. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire maintenant? Imaginez, je sais pas, qu'on est 200, 300 ans plus tard, même moi et mes petits-enfants. Vous aurez bouffé les... Tout le monde est mort, voilà, tout le monde est mort, on est d'accord, depuis bien longtemps. Imaginez que quelqu'un tombe sur cette vidéo, voilà. Quelqu'un qui vit dans 300 ans, qu'est-ce que vous pouvez lui dire comme message de votre vie, votre époque? Voilà. Qu'est-ce que vous imaginez? Je n'ai pas d'imagination. Non, mais imaginez, voilà, si j'avais un petit mot à dire, alors laissez, ce serait quoi? Qu'est-ce que... Un bon conseil, quoi, on va dire. Quelque chose qui serait plutôt de l'ordre du bon conseil. Par rapport à Internet ou par rapport à la vie? On oublie Internet, par rapport à la vie. Par rapport à la vie. La vie en plus à notre époque. Je dirais, profitez-en tant que vous êtes sur Terre. Profitez-en au maximum. Essayez de ne pas faire trop de vacheries à vos voisins. Hein. Essayez d'être accueillant. Et surtout, gardez la gaieté, la joie de vivre. Et là, parfait. C'est tout ce que je pourrais lui dire. Bah, ce sera le mot de la fin. Ah bon, très bien. Si vous avez un dernier mot, n'hésitez pas, c'est le moment. J'en ai pas. Peut-être au Villers-Villers, à la limite, un petit mot pour les Villers-Villers. Eh bien, que les villes... Alors, je trouve que notre pays, bon, j'y pensais ce matin comme ça. On n'a plus rien, plus de médecins, plus de... notre pays aurait... Il y a des petits pays en France qui recréent de la vie dans leur bourg, dans leur campagne. Et j'aimerais qu'à Villerville, on prenne conscience qu'on pourrait faire quelque chose. Hein? Recréer, moi je ne sais pas, on ne fera pas venir un médecin à Villerville parce que maintenant aujourd'hui les médecins c'est quand même plus facile pour eux de se regrouper, ils prennent une secrétaire pour tout le monde, il y a tellement de charges sociales, il ne faut pas croire que les médecins libéraux gagnent des fortunes hein, avec les frais qu'ils ont. Bah, je n'ai pas compté avec eux, mais je trouve que on fait pas assez dans nos... C'est peut-être difficile, c'est facile de parler quand on n'est pas responsable. On pourrait faire davantage pour donner de la vie dans nos petits bourgs, dans nos petits villages, dans nos petits pays. Ça, j'aimerais. Bon. Ça marche. Super. Merci. Merci beaucoup. Oui.